Merci beaucoup à tous, à ceux qui sont à distance. Merci à ceux qui sont restés pour cet après-midi sur l'engagement citoyen, sur la transition écologique des entreprises. On a de prestigieux invités encore cet après-midi. Mais avant toute chose, on voulait s'associer à un événement important pour nous, qui est la liberté de parole. Et tout ce que nous pouvons faire là, elle a été défendue par la laïcité, par la liberté de parole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un an, Samuel Paty était assassiné sauvagement. Et nous vous proposons de vous associer à une minute de silence debout, en témoignage de notre respect par rapport à son engagement. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre silence et pour votre attention. C'est long, une minute face à l'urgence climatique, finalement. Cet après-midi, on a le plaisir de commencer par une table ronde sur le territoire, les activités et l'impact environnemental face à l'engagement entrepreneurial. Il y a une question fil rouge qui va accompagner chacun des intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure, qui est comment une entreprise ou un citoyen peut mesurer son impact social et environnemental. Comment une entreprise peut agir pour face à l'urgence climatique. Alors notre premier grand témoin est un homme dont vous avez très certainement entendu parler, vu qu'il a travaillé, il a théorisé la ville du quart d'heure. Il n'est pas avec nous physiquement sur le plateau et il s'en excuse. Vous allez découvrir Carlos Moreno à distance. Il est professeur des universités à Paris, Panthéon-Sorbonne. Il est expert des villes, territoires de demain. Il est cofondateur et directeur scientifique de la chaire ETI. C'est une chaire qui est tout à fait importante dans notre réflexion, qui signifie entrepreneuriat, territoire et innovation. Et en premier lieu, on doit vous féliciter, monsieur, de votre Obel Award 2021 pour votre engagement. Il est auteur du livre Droit de cité. Et donc, monsieur Moreno, merci de votre présence, même à distance. Ma première et unique question, et je vous laisserai pouvoir découvrir un petit peu toute votre philosophie, c'est comment une entreprise, un citoyen, peut-elle mesurer son impact social et environnemental, et en quoi la ville du quart d'heure, ou pour nous, territoires ruraux, les territoires du quart d'heure, peuvent agir pour aborder ces questions-là. Je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous joindre au moins à distance. Effectivement, je m'en excuse puisque il était vraiment prévu que je vienne vous rejoindre sur place. Hélas, des problématiques des santé donc familiales m'ont empêché de pouvoir faire ma présence. Mais au travers des technologies, je suis là. D'autant plus, effectivement, que l'Occitanie est une région que nous sommes très chère, puisque dans ma chaire, la région d'Occitanie fait partie donc, des collectivités territoriales. Et donc, on a un travail très, très intense en Occitanie et qu'effectivement, nous déployons autour de ce concept qui a été évoqué. La ville des quarts d'heure. Je voudrais dire également que la ville des quarts d'heure a un concept jumeau qu'on utilise beaucoup en Occitanie également,
qui s'appelle les territoires de la demi-heure. De quoi s'agit-il? Dans les 12-13 minutes des prises de parole, je voudrais vous passer quelques messages forts. Le premier, nous vivons dans une situation à l'échelle planétaire, mais qui est présente également en Occitanie, qui est liée à la menace la plus importante, même civilisationnelle que nous avons aujourd'hui, qui est le changement climatique. Nous savons toutes et tous qu'il est impératif d'attendre la neutralité carbone à l'horizon 2050, que nous sommes en retard par rapport aux accords de Paris de la COP 21 il y a 5 ans. Nous sommes à quelques semaines à peine de la COP 26, mais nous savons que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est au minimum 60% de réduction d'émissions de CO2 à produire donc dans la décennie dans laquelle nous sommes et la suivante, si on veut atteindre cet objectif qui, lui, nous donnera une réponse sur la manière comme notre planète et notre humanité continuera à vivre ou pas dans des territoires qui seront vivables. Donc, les premiers éléments qui amenaient à cette réflexion de la ville des quarts d'heure, du territoire de la demi-heure, remonte effectivement juste après la COP 21, quand j'ai souhaité formuler une autre approche par rapport à ces combats pour le climat et nos émissions de CO2, puisque nous avons observé dans mon travail scientifique que aujourd'hui, et déjà donc il y a 5 ans, quand la COP 21 s'est produite, on le sait que le principal émetteur, donc la principale contribution de l'émission de CO2, elle vient de nos villes, elle vient de notre manière de vivre, elle vient donc de nos manières de nous déplacer. Les transports, sous toutes ses formes, est aujourd'hui donc le contributeur majeur dans les villes, qui est en même temps le principal contributeur global dans les émissions de CO2. Et donc, j'ai formulé il y a bientôt 6 ans le fait que si nous voulions lutter de manière assez radicale par rapport au changement climatique, il fallait préserver un triple volet, qui est celui du développement durable territorial, qui est une activité effectivement par rapport à l'écologie, protéger donc nos ressources, notre environnement, et basculer du fossile vers donc des sources d'énergie décarbonées. Mais 2, il faut aussi préserver une activité économique qui doit être une activité fortement locale pour réindustrialiser notre pays, relocaliser les emplois, relocaliser une activité économique et territoriale qui permette effectivement de créer de la valeur qui elle-même puisse être source de partage et lutter donc contre la crise économique et le chômage. Et troisièmement, il faut un impact social pour installer également dans nos villes et dans nos territoires un climat dans lequel nous pouvons vivre ensemble, quelles qu'elles soient nos origines, nos cultures, nos noms, nos prénoms, nos religions, nos sexes, la couleur de notre peau, et que donc c'est cet ensemble de l'impact social qui doit converger avec donc la création des richesses territoriales et avec la protection de nos ressources, parce que une ville ou un territoire durable est en fait des villes et des territoires qui sont viables économiquement, donc vivables du point de vue écologique et équitables d'un point de vue social. C'est pour ça que j'ai formulé cette vision en fait d'une proximité heureuse. Je vous donne 2 chiffres qui vous permettent de bien situer donc l'enjeu que nous vivons. Les premiers, de manière globale, les métropoles attirent énormément d'emplois, même si on vit à l'extérieur des métropoles. Donc, il faut juste avoir en tête que la majorité des personnes qui sont dans la population active, globalement, ça va des 60 à 80% en fonction des contextes locaux, se déplacent dans la journée à peu près aux mêmes heures pour aller passer la journée dans moins de 10% du territoire. Et le soir, il y a le mouvement inverse qui s'est produit. On appelle ça le mouvement pendulaire. Et donc, c'est là où nous sommes déjà dans un contexte des villes et des territoires qui ne sont pas durables, où on a accepté l'inacceptable, c'est de faire des longues distances pour remplir des fonctions sociales comme celle d'aller travailler,
dans des conditions qui finalement dégradent. La seule chose qui compte, c'est notre qualité de vie, qu'on soit urbain ou qu'on soit dans les territoires. Deuxième chiffre qu'il faut garder en tête aussi, par la manière comme nous avons développé un certain urbanisme, que ce soit dans les villes, dans les territoires, quelle que soit la densité, on s'est engagé dans une voie qu'on appelle monofonctionnelle. Ça signifie que, globalement, je vous donne les chiffres, un bâtiment est utilisé globalement sur le temps utile entre 30 et au mieux 40%. Ça veut dire que si on inverse ces chiffres-là, un bâtiment, une infrastructure est fermé globalement entre 60 et 70% de son temps utile. Multiplier cela par le nombre de bâtiments que vous avez, par le nombre de constructions que nous avons, nous sommes face à un gaspillage des ressources qui est absolument inacceptable. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé, il y a 5 ans, d'explorer une autre voie, qui est celle d'une ville et d'un territoire polycentrique. Un territoire polycentrique est celui qui est capable, à ce moment-là, d'offrir des activités multiservicielles pour que l'on puisse satisfaire nos besoins essentiels avec le maximum de ressources dans cette proximité qui finalement est très riche et que souvent nous ignorons, et qui nous évite à ce moment-là les déplacements obligés et inutiles. Troisième élément, donc, qui s'en déduit, nous voulons offrir un territoire dans lequel on quitte ce qu'on appelle la mobilité obligée pour aller vers la mobilité choisie. Il faut savoir, et c'est le quatrième élément des chiffres, que l'essentiel de nos déplacements dans une journée, ce sont des déplacements obligés. On n'en a pas le choix. Parce que je suis à un endroit, chez moi, je vais aller travailler, je vais aller récupérer les enfants quelque part, j'ai un certain nombre d'obligations. Et donc, il n'y a que moins de 20% de la mobilité choisie. Quand je vais aller au théâtre, quand je vais aller au cinéma, quand je vais aller à la piscine, etc. Et qui ont tendance plutôt à se produire plutôt le week-end et éventuellement le soir. Le Covid-19 est venu exploser tout ça. Parce que le Covid-19, au niveau planétaire, a obligé à que les gens ne se déplacent pas, a obligé à que les gens travaillent autrement, a obligé à vivre dans une proximité même extrêmement contraignante, puisqu'on était carrément aussi en mode confiné. Mais on a appris non seulement au fait qu'on pouvait travailler à distance, mais le plus important du Covid, c'est le fait qu'on a trouvé, surtout les jeunes entre 18 et 35 ans, par rapport aux enquêtes qui ont été faites au niveau international depuis donc le mois de mars 2021, ont trouvé qu'on était en capacité de gagner un temps utile et que ce temps utile pouvait être utilisé pour d'autres choses. Des activités familiales, pour avoir donc plus d'activités culturelles, pour explorer plus la proximité. Et donc, la ville du quart d'heure et les territoires des meilleurs ont pris effectivement aujourd'hui un essor mondial. C'est les 5 continents dans toutes les langues. La Chine vient de lancer un programme à très grande échelle sur 30 villes qui s'appelle les cercles de vie du quart d'heure, que ce soit à Montréal, que ce soit en Australie, à Melbourne, donc que ce soit à Buenos Aires, à Bogota, que ce soit à Delhi. Je viens de voir hier les ministres indiens de l'urbanisme qui m'invitent donc à aller là-bas. Pourquoi? Parce que nous pensons que le futur, dans la création des valeurs et dans la création des richesses, elle vient d'une proximité dans laquelle on puisse utiliser les ressources. Et nous avons proposé un modèle urbain et un modèle territorial basé sur 6 fonctions sociales que, si nous pouvons les savoir dans la proximité, automatiquement vont incrémenter notre niveau et notre qualité de vie, qui sont habiter dans des conditions dignes, pouvoir travailler sans avoir de longs déplacements, donc de manière décentralisée, pouvoir faire ses courses avec des circuits courts qui permettent de revitaliser l'économie, l'emploi local et avoir donc également de la nourriture saine, accéder à sa santé physique et mentale donc en moins de 20 minutes, accéder à la culture, au loisir pour nourrir aussi l'esprit dans cette proximité qui permet de recréer des activités
et pouvoir se prélasser, pouvoir se reposer dans des bonnes conditions de biodiversité, avec des l'eau non polluée, avec de l'air non pollué, avec de la végétalisation et de la nature. Ce sont ce qu'on appelle donc la circularité fonctionnelle. Nous avons proposé ces termes-là, on travaille beaucoup sur l'économie circulaire, nous avons proposé un autre modèle qui est la circularité fonctionnelle, c'est-à-dire que les 6 fonctions sociales sont connectées entre elles et qui alors, on va faire de telle sorte que les infrastructures qui existent, les bâtiments, puissent être donc multifonctionnels, ou qu'on puisse rapprocher. Et par rapport au travail qui concerne donc cette table ronde, il s'agit à ce moment-là de rompre avec une vision qui date du XXe siècle, elle-même héritée du travail à la chaîne du XIXe, donc du Fordisme et du taylorisme. Et donc, nous proposons plutôt accéder à ce que nous appelons donc le travail décentralisé, ce qu'on appelle ça les corporate working, qu'on appelle en Italie les lavoro prossimo, les near working, les travail de proximité, qui signifie de pouvoir installer dans les territoires, dans les villes, des lieux intermédiaires qui, par proximité, permettent aux employés, aux collaborateurs, d'aller une journée, 2, 3, dans cette proximité, étant connectés grâce aux technologies avec des sites centraux, mais qui permettent de désaturer donc l'espace public et les moyens de transport. J'ai eu le plaisir d'être à Toulouse, donc pas plus tard que jeudi, puisque avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, que je tiens à saluer pour son engagement sur justement ces proximités-là, et Action Logement, on avait la convention régionale Action Logement, donc Occitanie, et justement, ils annonçaient le lancement à Gimont, il y avait les maires de Gimont, donc du premier corporate working d'Action Logement, qui était une ancienne usine, donc côté Comtesse de Paris, et qui est transformée dans un lieu justement de corporate working qui permet d'accueillir par une distance de proximité des gens qui avant devaient se déplacer ailleurs. On est en train de le faire en Corse, on est en train de le faire dans plusieurs endroits, parce que la prochaine révolution après le Covid, c'est celle de conditions et de manières de travailler qui va de pair, non seulement avec des nouvelles technologies, mais avec une autre manière de prendre le temps, de l'utiliser, d'aller à des réunions pour lesquelles on est utile, d'être en hiérarchie qui se réduisent, d'être donc dans une capacité d'apporter une création de valeur plus qu'être dans la hiérarchie figée et contrainte. Si ce modèle, aujourd'hui, a autant des mobilisations par les grandes organisations mondiales, les grandes organisations mondiales des villes, le C40, le Forum économique mondial, UN Habitat, c'est les mois d'octobre, c'est les mois des villes, c'est les mois des métropoles. C'est parce que nous offrons une possibilité pour continuer à créer de l'intensité sociale, à continuer à créer de la valeur, à épargner donc notre émission de CO2 et à favoriser un lien social. Si je voulais résumer notre concept pour finir, en fait, il y a 4 éléments majeurs qui sont dans cette territorialité heureuse, qu'on soit à un quart d'heure ou à une demi-heure. Nous appelons la ville des quarts d'heure parce que ces 6 fonctions sociales, on les fait dans un périmètre d'un quart d'heure, donc de manière décarbonée, à pied ou à vélo, et on l'appelle les territoires de demi-heure parce qu'on accède aux 6 fonctions sociales dans une demi-heure, donc dans des lieux à moyenne et faible densité, donc le territoire, et donc le rôle de la voiture, bien sûr, il faut les prendre en compte, parce qu'on ne peut pas demander pour des déplacements de 30 ou 40 km de les faire toujours en vélo, donc on intègre la voiture électrique, le transport à la demande, la voiture partagée. Mais les concepts les mêmes, on a des fonctions sociales majeures dans lesquelles on accède à un périmètre de manière décarbonée, mais on irrigue la totalité des villes ou des territoires de ces services-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une ville polycentrique, un territoire polycentrique, multiserviciel, à très forte valeur ajoutée, parce qu'on va créer de l'emploi, relocaliser l'emploi, créer des activités, être incitatif pour attacher les gens à un endroit dans lequel ils vont aimer les lieux et dans lequel on va couper aussi avec l'anonymat, avec l'exclusion sociale, avec l'angoisse, la solitude. On va revitaliser les lieux pour qu'on ne soit pas comme on est aujourd'hui, des lieux dans lesquels, donc, quand on part travailler, ils sont vides, et des lieux dans lesquels on travaille et quand on les quitte, ils sont vides aussi. Donc c'est pour ça que nous préconisons ces notions de mixité sociale, de mixité fonctionnelle, de mixité écologique, de mixité des services
qui est vraiment un schéma nouveau pour développer donc une vraie économie durable, une vraie inclusion sociale et une vraie création de la valeur dans laquelle on est tous partie prenante dans cette création de valeur. 4 éléments, donc, la ville des quarts d'heure, le territoire des meilleurs, un vrai comportement écologique avec moins de CO2, une vraie exploration de la proximité pour optimiser tout ce que nous avons et recréer des nouveaux modèles économiques, et un lien social, il y a un lien économique fort donc, dans les lieux dans lesquels nous pouvons donc revitaliser par les multi-activités, et l'engagement citoyen au travers les budgets participatifs, au travers tout ce qu'on peut proposer pour que les citoyens y participent. Dernière chose, et je termine, il faut lutter contre les inégalités, il faut lutter contre la gentrification, il faut lutter contre des voies qui permettraient au secteur privé d'améliorer certains secteurs plutôt que d'autres, qui ont créé une centrifugeuse qui expulse les gens, donc par tout simplement les revenus ou le coût des mètres carrés. C'est pour ça que les biens communs urbains, les biens communs territoriaux est très important pour que la politique, que ce soit de la région, du département ou de communes, soient les fils guides pour que les biens communs soient au rendez-vous. D'où l'importance d'acheter donc des fonciers, des bâtis, pour qu'on échappe aux actions spéculatives. On le fait dans beaucoup des villes et territoires où on achète donc, pour installer des commerces avec un prix de location donc, inférieur à celui du marché spéculatif. Les logements sociaux, pour avoir le logement social dans la mixité et réparti équitablement dans l'ensemble des territoires et lutter contre les ghettos. Les budgets participatifs pour faire que les gens puissent s'investir et participer dans des projets concrets. Et au-delà, une politique qui tient à récupérer l'espace public, qui ne soit pas pour les voitures mais pour les hommes, et dans les territoires, offrir des possibilités de déplacement qui incluent les voitures, mais dans une démarche de multimodalité où on peut préserver des méthodes et des manières alternatives pour que ce déplacement dans un territoire soit quelque chose qui est cohérent par rapport à ces développements durables. Voilà, je viens de parler pendant un quart d'heure, donc mon quart d'heure vient de passer. Je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation sur la ville du quart d'heure. Heureusement que c'était le territoire de demi-heure parce que Mathieu, ça sera difficile ensuite de passer derrière. Donc, je vous présente Mathieu Vidal. Il est maître de conférence en géographie à l'INU de Champollion. Il est président des villes Internet. Il est adjoint au maire de la ville d'Albi, délégué au commerce, à l'artisanat, au tourisme, à la ville numérique et au système informatique, si je n'en ai pas oublié. Et je tiens à préciser qu'il co-organise aussi un événement qui est toujours passionnant tous les mois, qui sont les cafés géo. Et si vous ne connaissez pas ça, eh ben c'est vraiment intéressant. Il y en a un peu dans toutes les villes, mais celui d'Albi est particulièrement dynamique. Donc du coup, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Moreno, et notamment sur les problèmes de gentrification, de déplacement, de vie sur les territoires, que peut apporter comme réponse la géographie ? Merci déjà pour cette présentation et vous voudrez bien excuser mon rhume. Alors, j'ai préparé un petit diaporama que je vais inviter les personnes de la technique à lancer, sur lequel j'ai jeté quelques éléments, mais j'irai très vite puisque ça me servira d'illustration surtout. Alors, moi, au vu du titre et des intervenants, j'ai essayé de m'intéresser à la question du RSE et du numérique, puisque je m'intéresse au déploiement des politiques publiques en matière de numérique dans les aspects qui sont ceux de la recherche et ensuite aux usages du numérique. Et c'est à ce titre-là que je suis président de l'association Ville Internet qui remet des labels aux villes pour les accompagner concernant les usages qu'elles mettent en œuvre et les actions à destination des citoyens, au-delà des éléments internes aux collectivités. Alors, la question de départ, c'était celle
de la RSE, mais si on passe à la diapo suivante, alors je remettais juste la définition, alors j'espère que ça se lit, vous y verrez mieux que moi à l'écran que moi sur la télé, mais juste cette définition générale que vous avez tous sous les yeux et dont vous avez très sûrement déjà discuté au cours de la journée, je suis désolé, j'étais pas là ce matin, mais tout ça pour faire le lien avec les enjeux du numérique, et c'est la diapo suivante, avec une capture d'écran que j'ai faite sur, voilà, sur la plateforme du ministère et qui veut qu'on ait différents éléments qui soient pris en compte en matière de numérique pour la responsabilité sociale et du coup la responsabilité numérique des entreprises. Mais vous allez voir, je vais essayer de tirer le lien des entreprises vers les citoyens et puis vers les collectivités locales, puisque finalement c'est ce qui m'intéresse, et puis aussi le fait de vous démontrer ou de vous rappeler ou de sensibiliser les gens, mais c'est mon métier, au fait que le numérique étant absolument transversal désormais dans nos sociétés, il y a une véritable prise de conscience qu'il faut avoir en la matière pour mieux évaluer les impacts, même si évidemment le numérique a des impacts positifs et évidemment ils sont très nombreux, mais il faut également prendre en compte les impacts négatifs. Alors, sur cette plateforme, la plateforme RSE, la définition de la responsabilité numérique des entreprises, c'est un déploiement des entreprises, c'est un déploiement nouveau et incontournable de la RSE qui se fonde sur les mêmes principes de redevabilité, d'éthique et d'échange avec les parties prenantes des entreprises, à savoir celui dont on parle le plus souvent, c'est la responsabilité environnementale. Ensuite, il y a la responsabilité éthique liée aux logiciels relatifs à l'intelligence artificielle. En 3, la responsabilité réglementaire liée à la protection des données, le fameux RGPD. Et enfin, ce qui m'intéresse également au plus haut point, c'est la responsabilité sociétale relative à la gestion et au partage des données, à la transformation des modes de travail et à l'inclusion de toutes et de tous. Carlos Moreno évoquait certains aspects relatifs aux évolutions du travail et on le voit, la crise sanitaire a bouleversé certaines choses. Alors juste cette capture d'écran d'un journal qui mettait en exergue le fait que la pollution numérique serait l'angle mort des stratégies RSE. Bon, à voir. Mais à mon sens, les choses sont prises de plus en plus en compte, et notamment, si vous voulez bien passer à la suivante, et notamment du fait que, comme je le disais tout à l'heure, c'est absolument illisible pour vous très sûrement, mais c'est aussi, là aussi, pour porter les choses, enfin ça se voit plus que je ne le croyais. Ceci est un croquis qui est réalisé par l'AUAT, l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, et qui finalement met en évidence le fait que ce qu'on appelle ville numérique, enfin Smart City, j'aime pas beaucoup ou pas du tout, mais finalement le territoire connecté, c'est finalement la convergence de différentes notions, dont celle liée à l'environnement et celle liée à la ville informatique, en fait, à l'intégration de l'informatique dans nos collectivités. Et on voit sur la partie droite ce qu'ils appellent, quant à eux, la ville durable augmentée, tous les petits cercles qui sont absolument transversaux dans notre société, jusqu'à avoir des choses de notre quotidien, l'Internet des objets, mais aussi la e-réputation, etc., etc. Et l'un d'entre eux qui est intéressant aussi, qui est la notion de frugalité. C'est pas parce qu'on parle de numérique qu'il faut qu'il soit dispendieux en ressources et en usage. Et on va en prendre quelques exemples. On va avancer. Voilà, bon, on trouve ce genre de plaquettes absolument partout sur Internet, mais je vous ai mis celle-ci en espérant que vous arriviez à la lire. Donc quelques chiffres sur la pollution numérique dans le monde, mais la pollution numérique est l'un des aspects que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit. C'est celui dont on parle peut-être le plus, mais ce n'est pas le seul et l'unique. Donc la pollution numérique, il y a évidemment plus de 4 milliards d'utilisateurs désormais, mais quand on parle de pollution, il y a à la fois les aspects liés à la fabrication et aux usages. Quand on parle de fabrication, il faut garder à l'esprit que 45%
des enjeux liés à la pollution numérique sont relatifs à la création des produits. Donc ça a aussi des enjeux au sein des entreprises et des sociétés, puisque quand on déploie un projet relatif au numérique, ne serait-ce que choisir le produit qui consommera moins, qui sera mieux recyclé, etc., a un sens absolument primordial. Donc 45% côté fabrication, et si on passe à la suivante, 55% sur les usages, sur l'utilisation, et il ne faut pas oublier évidemment la destruction de ces produits, dont bien souvent les pays développés se débarrassent. Ces produits, faut le garder à l'esprit, malgré les filières qui existent, et très peu finalement de ces produits sont revalorisés sur le territoire national. On passe à la suivante. Juste pour vous rappeler la question des usages, j'irai très vite, France, je promets, ensuite. Vous savez peut-être que les usages ont été bouleversés de différentes manières. D'ailleurs, ils ont encore été accentués durant la crise sanitaire, mais en fait, 60% du trafic Internet mondial est dû au streaming vidéo. C'est absolument gigantesque. La question des mails aussi est fondamentale, mais le streaming vidéo, du fait des usages, du fait des plateformes, du fait aussi de la vidéo à la demande, occupe une place qui est absolument fondamentale, mais une question se pose, quand un jeune regarde une vidéo dans les transports ou à la maison, enfin un jeune ou un adulte, peu importe, est-ce qu'il y a absolument besoin qu'il y ait toujours besoin de la HD sur ces formats-là, qui consomment encore plus de bandes passantes, d'énergie, etc. On peut passer, si vous voulez bien. Pour parler de choses éminemment sérieuses, la question finalement est de savoir si on ne doit pas se poser la question d'un numérique un petit peu plus responsable que ce qu'il était jusque-là. Il y a un rapport d'information de quelques sénateurs qui a été publié il y a quelque temps, qui pose bien les problèmes et les enjeux, mais je vous mets aussi au-dessus une phrase, une citation dont la source vient de l'ADEME, et qui dit que dans une entreprise de 100 salariés, réduire de 10% les envois d'emails, de 10% leurs impressions et en supprimer 1000 par collaborateur permet d'économiser 16 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ce qui n'est pas rien, d'autant plus quand on sait que, vous avez peut-être les mêmes usages que moi, je suis universitaire, d'autant plus quand on sait que plus de la moitié des mails sont envoyés en interne dans une entreprise, et que la plupart du temps, N personnes sont mises en copie pour information ou pour se couvrir, alors qu'il n'y aurait pas forcément toujours besoin d'agir ainsi. C'est la même chose pour les pièces jointes. Mettre une pièce jointe sur un serveur plutôt que la mettre dans un mail change la donne au point de vue des ressources. Alors la diapo suivante, on va passer très très vite parce que c'est le sommaire du rapport sérieux dont je vous mettais le titre juste avant. Et enfin, j'en arrive, s'il vous plaît. Ouais. J'en arrive finalement à la réflexion qui voudrait presque que je me dise que je fais de la responsabilité numérique des entreprises ou du territoire depuis quelques années, même sans le savoir, ou en tout cas Ville Internet en fait depuis presque 20 ans, puisque l'association qui regroupe 450 collectivités tout de même, et qui porte la parole des maires notamment, en est à sa 3e motion des élus au numérique, afin de porter au gouvernement les enjeux relatifs au numérique. On a rendez-vous, enfin la motion a été co-construite la semaine dernière, c'est d'actualité. On a rendez-vous avec un conseiller de la présidence de la République à la fin du mois. Mais pour parler de ces questions-là, et en haut à gauche de l'écran, effectivement, vous avez la question du numérique raisonné au bénéfice de la transition écologique et tous ces enjeux dont on vient de parler. Mais les autres, finalement, sont aussi de l'ordre de la responsabilité numérique des entreprises. Et on va le voir avec la diapo. Alors, juste, pardon, on peut revenir.
revenir 10 secondes. Voilà, et juste pour, avec l'encart du bas, insister sur le fait que c'est aussi une demande des collectivités et des citoyens désormais de mieux prendre en compte ces enjeux-là, puisque à Ville Internet, on décerne des arrobases. On est peut-être un peu moins connu que les fleurs à l'entrée des villes, mais c'est le même principe. On décerne les arrobases et depuis cette année 2021, on décerne notamment une arrobase verte pour symboliser les actions des villes, des collectivités qui œuvrent spécifiquement dans le domaine du numérique responsable. Et on fait ça avec un institut qui s'appelle l'INR, Institut pour un numérique responsable, qui lui travaille avec les collectivités également, mais pour mettre en œuvre des chartes de bonnes pratiques en la matière. Voilà, on peut passer. Là-dessus, je vais passer très très vite, mais c'était simplement, ce sont des captures d'écran, pardon, ça pique les yeux, mais ce sont des captures d'écran de la plateforme RSE dont je parlais tout à l'heure. L'impact social du numérique finalement sur différents aspects, la question des données notamment, je sais pour ceux qui ont mon âge ou au moins mon âge, vous vous souvenez des disquettes, et à l'heure actuelle, une disquette c'était 1 méga 4 de mémoire, à l'heure actuelle il se crée dans le monde chaque seconde et par personne 1 méga 7 de données. Et on estime que le volume des données est doublé dans le monde tous les 18 mois. Ça parle sans parler, hein, c'est gigantesque. Mais il y a un patron d'IBM France, il y a quelques années, qui disait qu'il s'est créé en 2011-2012 davantage de données qu'il n'en avait été généré dans le monde précédemment. J'espère que ça ne vous parle pas plus qu'à moi, mais en même temps, ça met en évidence le type de questions qui peut se poser vis-à- -vis de ces enjeux et des données. Et enfin, pour terminer, moi, ce que je voudrais vous indiquer pour insister sur la diapo suivante, donc 3 piliers de la RNE, mais on va passer très vite, les données, l'impact environnemental et les impacts sociaux, mais c'est surtout sur la diapo suivante. Voilà. La question de la sobriété, alors ça dépasse le cadre de l'entreprise, mais parce que c'est effectivement absolument transversal et on le retrouve également à la fois dans les collectivités et dans la société. C'est l'importance de la sobriété numérique, la question de la gouvernance et notamment la question de la souveraineté des établissements et des institutions vis-à-vis de la gestion de leurs données et de leurs ressources. Et enfin, moi j'aurais envie d'insister sur la dernière diapo, s'il vous plaît, sur la question de la formation, de l'information et de l'inclusion. On estime qu'en France, il y a encore 13 millions de personnes qui se disent en difficulté avec les questions relatives au numérique. Et à l'heure où il y a 4000 conseillers numériques qui sont déployés sur les territoires, ça me permet de boucler la boucle, eh bien, il n'y a pas de réponse plus importante que l'idée selon laquelle tout un chacun se doit d'être accompagné au mieux, à la fois au sein des entreprises, mais au sein de la société, pour mieux comprendre ces enjeux, ces usages, puisque le numérique était un avantage il y a une vingtaine d'années, mais désormais, ne pas maîtriser le numérique, eh bien, est véritablement une difficulté pour les Français. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, ça fait la transition toute trouvée pour présenter Laurent Aupier, qui est consultant RSE, qui fait partie du réseau Impact 2050, qui est un collectif d'impact RSE, et qui devait être accompagné par Didier Avette, qui est vraiment désolé de ne pouvoir être là aujourd'hui pour des raisons familiales. Donc c'est à toi, Laurent, que revient la lourde tâche de nous expliquer justement c'est quoi un consultant RSE en 5 minutes et comment ça peut accompagner cette transition sur la RSE. Alors je veux bien mes planches du coup aussi. Merci.
Il y avait aussi une autre question juste avant qui portait sur qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour... c'est ça? Donc je vais reprendre ce fil-là. Je crois qu'il y a 2 sites, ça doit être le site de Carbone 4 et puis aussi un autre site qui s'appelle Green Earth qui propose des méthodologies qui permettent de faire soi-même son propre bilan carbone. Alors quand on sait que nous, Français, nous sommes à, je crois, 11 tonnes de CO2 an et que nous devons passer à 2 dans des délais assez courts, ça donne une idée du chemin à parcourir et du rythme qui devrait être le nôtre. Alors merci pour votre invitation. J'excuse évidemment Didier. J'aurais bien voulu avoir ma première planche parce qu'elle va m'aider à me présenter. Alors la précédente, s'il vous plaît. Voilà. En fait, vous voyez, il y a deux logos. Il y a effectivement le logo Impact 2050 qui était, voilà, c'est un collectif, comme l'a dit France, de consultants qui interviennent sur ces questions des RSE à travers des missions externaliser des RSE, de diagnostic RSE, d'audit ESG, RSE, d'engagement collaborateur, enfin voilà, c'est un panel assez généraliste d'intervenants. Et vous avez un autre logo qui est le logo de l'EMCC France, qui est l'association européenne de coaching, qui regroupe en France 3000 coachs et dont je suis le responsable éthique et déontologie. Alors je vous donne juste cette indication parce que ça vous permet de comprendre de quelle manière j'appréhende ces questions liées à la RSE et à la transformation sociétale à laquelle nous sommes confrontés. Mon prisme, si vous voulez, c'est clairement la question de l'accompagnement des hommes, des équipes, des organisations dans cette transformation-là. Hein, vous avez des lectures qui sont plus celles de l'ingénieur ou celles du scientifique. Moi, je suis en situation d'accompagner des organisations dans les changements qu'elles engagent. Donc c'est un peu le fil conducteur. Je vais partager un peu de mon actualité professionnelle. J'interviens auprès de sociétés de gestion qui sont donc dans le champ financier et qui, de façon volontaire, proactive ou pas, sont elles aussi confrontées à ces transformations et à ces enjeux et tentent de s'approprier ce que l'on pourrait appeler de la finance responsable. Donc je vais simplement juste quelques définitions, vous dire qu'est-ce qu'on entend par finance responsable, qu'est-ce qu'une société de gestion, et ensuite je zoomerai de façon beaucoup plus concrète sur qu'est-ce que ça signifie pour les uns et pour les autres, pour les hommes et les équipes, de se confronter à ce type d'enjeu. Alors, je veux bien qu'on remette... Ouais, voilà. Alors, sur les finances responsables, il y a, de manière très synthétique, si vous voulez, on va considérer qu'il s'agit des finances, d'un champ financier qui s'approprie toute une série d'enjeux extra-financiers, c'est-à-dire au-delà de la performance financière, de la rentabilité, pour faire des choix d'investissement, pour développer une stratégie de façon de plus en plus significative. Le champ financier est amené à intégrer des enjeux extra-financiers et donc les enjeux sociaux, environnementaux, économiques. Enfin, économiques, il l'avait déjà, mais c'est clairement sociaux et environnementaux qui signifie pour eux quasiment un changement de culture. Alors, à propos de finances responsables, il y a deux repères qu'on peut avoir en tête. D'une part, il y a une volonté proactive issue du champ financier lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des banquiers qui se sont mis d'accord et qui ont avancé des critères de telle sorte que les finances, les choix d'investissement soient responsables, et en particulier à l'égard de cette question climatique. C'est monté progressivement jusqu'aux Nations Unies. Il y a aujourd'hui un label qui existe autour des PRI, qui parle d'investissement responsable et auquel adhèrent de plus en plus d'établissements bancaires et de groupes bancaires. Donc il y a une volonté interne au système d'avancer sur ces questions et de se l'approprier. C'est très important parce que évidemment, ça répond à des objectifs qui sont poursuivis ici, que vous portez, mais c'est aussi, dans un secteur qui a une vraie aversion au risque, un élément de prudence et de prise de conscience des enjeux. Quand vous avez des choix d'investissement à faire et que sur 30 ans, le climat change et que vous pourriez penser que c'est possible d'investir
tel endroit pour planter tel type de culture et que les travaux du GIEC vous expliquent que de toute façon dans 10 ans vous ne pourrez même plus le faire, je vous garantis que des financiers se préoccupent très très sérieusement de la question. Donc il y a à la fois une dimension proactive de leur côté et puis une dimension prise de conscience des enjeux auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est ce qui vient, je dirais, de ce champ-là. Après, du côté des pouvoirs publics et des institutionnels, ce qui est la tendance marquante, la dynamique de fond, c'est une augmentation très puissante et très fine des réglementations. Donc vous avez aujourd'hui une taxonomie européenne, vous avez des politiques nationales qui sont mobilisées de façon très très fine et très pointue. L'AMF, qui est le régulateur des marchés, s'occupe de ça de façon très très vigilante également. Donc si vous voulez, les investisseurs sont plus que contrôlés sur ces questions, et pas seulement contrôlés, ils sont aujourd'hui, on ne leur demande pas juste de rendre compte de ce qu'ils ont fait, on leur demande de rendre compte de ce qu'ils ont fait et de comment ils l'ont fait et de quel impact ça a auprès des opérateurs auxquels ils interviennent. Donc voilà très, très rapidement les tendances de fond sur ce qu'on pourrait appeler la finance en général et évidemment la finance responsable, celle qui est encore un peu plus proactive sur l'appropriation de ces enjeux-là. Alors, il me reste 3 minutes, ça va être très synthétique. Alors, les sociétés de gestion investissent et ont des choix de gestion à faire. Voilà, elles ont à construire une stratégie. Simple signaler qu'il y a 2 grandes, si vous voulez, pratiques dans ce domaine. Il y a tout ce qui concerne des investissements liés aux entreprises, et ça concerne aussi les territoires évidemment, et il y a tous les investissements qui tournent autour des infrastructures. Et sur ces 2 types d'investissements, les réglementations en matière climatique sont extrêmement fortes et actives. Alors, je veux bien qu'on remette mes planches. Il y en a une. Voilà. Alors, on va venir tout de suite à celle-là, puisqu'au fond, un petit peu comme Mathieu, se pose la question pour ces sociétés de gestion, comment elles se dotent d'une démarche RSE et quel est l'impact pour elles d'une démarche RSE. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a sur la planche que je vous propose, de façon synthétique, une démarche RSE, c'est une démarche complexe, c'est déjà une approche globale, hors silo, c'est une approche complexe et c'est une approche sensible parce qu'elle invite à des changements qui sont loin d'être faciles à mettre en œuvre. Et très concrètement, pour ce type de société, vous avez évidemment la question de la réglementation, mais aujourd'hui, vous avez la question de la concurrence qui induit un enjeu de crédibilité pour ces sociétés-là, une société qui ne s'est pas engagée sur un certain nombre de politiques vertueuses en matière de développement durable, elle perd de la crédibilité, y compris dans son secteur. Elles sont soumises aussi aux évolutions sociétales que nous connaissons tous. Très concrètement, dans une équipe d'une vingtaine de personnes, vous allez retrouver dans une société de gestion sinon les clivages, du moins les lignes de force que vous pouvez trouver dans la société, entre des anciens de ma génération qui considèrent que c'est encore des normes en plus et que ça suffit, il y en a assez, et puis des jeunes qui sont extrêmement mobilisés sur ces sujets et qui sont très proactifs. Vous allez avoir aussi des ratios hommes-femmes qui sont à 80-20 sur des postes de décision. Vous allez avoir des enjeux autour de la diversité. Donc, comme toute autre société, ces sociétés de gestion sont traversées aussi par ces évolutions sociétales, et puis elles encaissent les enjeux liés au choc climatique. Donc ça impacte sur la réalité de leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire, en gros, il y a un changement de culture, comment on passe d'une culture linéaire à une culture systémique, comment dans le mode de gouvernance on s'assure de décisions plus partagées. Et du coup, qu'est-ce que ça implique aussi comme mode de management et d'accompagnement des hommes et des femmes qui sont mobilisés dans ces équipes, dans ces structures. Donc voilà, et je vais conclure de manière rapide, puisque là, je dois être à -2 déjà. Juste pour vous dire qu'en fait, tout ce chambardement, on a globalement 2 manières de le vivre. Soit on ressent les choses de manière fragmentée, éparse, et on ne sait plus comment faire. Et de manière générale, ce qui se développe derrière, c'est des rigidités, et c'est contre-productif par rapport à ce qu'on cherche à avancer comme objectif. Soit on accueille ce changement et on reconstruit
du lien là-dedans et du sens. Et c'est une obligation majeure parce qu'en fait, le choix, il est entre démocratie et barbarie de ce point de vue-là, vous voyez. Et donc la question de l'éthique, elle est très importante. On avait celle de la conviction, de la responsabilité. Avec Habermas, on a eu celle de la discussion. Avec Morin, c'est bien de le souligner, c'est une production nationale. Avec Morin, on a une éthique de la reliance. Et je crois que l'éthique de la reliance, c'est à la fois ce qui vient répondre aux enjeux et qui peut nous aider à les traverser. Donc voilà, de façon très compactée, très contrainte, la manière dont je pouvais vous partager avec vous cette façon qu'ont ces opérateurs du champ financier à s'approprier les questions de changement et d'RSE. Merci beaucoup. Il nous reste encore 2 intervenants avec plein de questions si on veut pouvoir échanger avec la salle. Et donc le premier d'entre eux, Nicolas Krabal, arrive de Paris. Il l'a précisé dans sa présentation. Et il a fait le choix du Tarn, comme quoi les territoires sont encore attractifs. Et puis il a fait le choix du solaire en rejoignant le groupe Amarenco. Du coup, en quoi un groupe qui est finalement plus si petit peut accompagner le développement et la RSE, et quelle est votre position là-dessus? Et comment on accompagne, surtout parce qu'il est responsable auprès des collectivités, comment on accompagne nos décideurs sur ça? Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Donc, c'est un plaisir d'être ici présent avec vous. Amarenco est effectivement plus une toute petite entreprise. On est toujours une PME, mais on est 150 en France aujourd'hui, 100 sur le site de la Grave. On a une vraie notoriété dans le solaire puisqu'on agit depuis 2008 sur la problématique du solaire. On s'est beaucoup développé dès le début sur les agriculteurs, en construisant pour eux des hangars agricoles. Donc le modèle de développement d'Amarenco, c'est d'investir à 100% sur les projets. Donc on donne le bâtiment réalisé aux différents agriculteurs, aux différents acteurs économiques qui veulent un bâtiment supplémentaire. Et nous, on se rémunère sur l'énergie que l'on produit. Donc ce modèle-là, finalement, a trouvé un écho assez important sur le monde agricole. Mais aujourd'hui, on a décidé de voir plus loin, de voir comment on pouvait avoir un impact supplémentaire sur le rôle également de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, on en entend parler tout le temps, on en fait un peu partout, on voit des éoliennes, on voit des panneaux solaires partout, mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter au simple électron que l'on va produire. L'énergie renouvelable, elle peut également apporter, en tout cas le solaire, peut apporter de la résilience sur différents modèles. On va parler de résilience agricole quand on va produire de l'énergie photovoltaïque au-dessus des cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répond à des appels d'offres, Amarenco répond à des appels d'offres pour produire de l'énergie photovoltaïque en toiture sur des cultures. Évidemment, le plus important, ça reste la plante qui est en dessous, mais on va essayer d'apporter de la résilience au modèle agricole qui, demain, risque d'être très fortement impacté par les changements climatiques. Les changements climatiques, ils sont assez simples, hein. Ça va être l'augmentation des températures l'été, des températures plus faibles l'hiver, et surtout de gros aléas climatiques entre les deux, donc des calamités agricoles que l'on va essayer d'éviter. Donc on va essayer d'accompagner les agriculteurs dans ce modèle-là, de lui apporter cette résilience sur ces cultures. Donc le modèle que nous, on souhaite inventer pour demain, c'est d'accompagner finalement les collectivités, les agriculteurs, le monde économique également. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui, finalement, pour revenir sur un point qui est très concret sur les énergies renouvelables et le photovoltaïque encore plus, on a une vraie problématique qui s'appelle le foncier et l'artificialisation du foncier. C'est-à-dire toutes ces surfaces sur lesquelles on ne souhaite pas aller, nous, aujourd'hui, à Amarenco, pour ne pas, justement, fragiliser le monde agricole de façon encore plus dure. Donc nous, on travaille majoritairement sur des surfaces qui sont déjà artificialisées. C'est-à-dire des toitures, c'est-à-dire des bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est serre agricole également.
Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les grands industriels ont des problématiques par exemple, d'amiantage de leur toiture. Donc nous, on va essayer de leur apporter une solution pour trouver les meilleurs moyens possibles de financer le désamiantage par l'ajout de panneaux photovoltaïques sur toiture. Donc on a vraiment cette capacité de résilience, d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Et on veut aller encore plus loin. Alors dans tous nos projets, on ouvre de plus en plus au financement participatif, on l'a entendu tout à l'heure, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens et c'est quelque chose où on souhaite justement aller de plus en plus. Aujourd'hui, Amarenco a levé près de 30 millions d'euros pour faire du financement participatif, donc pour financer les projets. Donc c'est une manière d'inclure finalement le citoyen dans cette démarche de développement durable territorial. On veut également faire de l'investissement participatif, c'est-à-dire permettre aux citoyens de devenir actionnaires même des sociétés de développement que nous, on invente pour porter les projets. On veut aussi aller dans cette direction de prendre la main des collectivités et de les mettre également actionnaires dans ces sociétés de projets. Parce que demain, on considère qu'il faut être tous ensemble dans cette action de développement durable. Elle ne peut être véritablement durable, le développement ne peut être véritablement durable que si on y va tous ensemble. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer d'inclure un maximum d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques, publics et même les citoyens. Donc ça, c'est le premier volet pour lequel nous, on essaye en tout cas d'être, je ne sais pas si ça pèse de la RSE, je ne pense pas, c'est pas vraiment tel qu'on l'entend dans son sens premier, mais ça fait partie des démarches que nous, on engage de plus en plus. Le deuxième élément, c'est comment on connaît les faiblesses et les grandes critiques qui sont apportées aujourd'hui sur l'énergie renouvelable et sur le photovoltaïque, la traçabilité des matériaux, le bilan carbone. On a un bilan carbone, on a des externalités négatives qui ne sont pas neutres. Donc on va essayer de compenser toutes ces externalités négatives en mettant en place un système. Eh bien, quand on va faire des éoliennes, on va essayer de réintroduire de la biodiversité. Ce que je disais tout à l'heure, on va attaquer des superficies qui sont déjà artificialisées. Par exemple, on va monter un bâtiment au-dessus d'un terrain de tennis. Eh bien, l'idée, c'est d'aller toquer à la collectivité et puis de leur proposer de faire un atelier pédagogique avec les enfants de l'école, construire un hôtel à insectes, à mettre devant la centrale solaire qui va produire de l'énergie. On sait aujourd'hui que les chauves-souris disparaissent. Donc on va aider la collectivité également à mettre en place des nichoirs à chauves-souris, des nichoirs à oiseaux. Et ça, on va travailler avec les associations locales qui connaissent leur biodiversité. J'ai noté tout à l'heure ce que disait Camille Parmesan. Le photovoltaïque, les énergies renouvelables, c'est bien, mais pas n'importe comment. Eh ben, on est complètement d'accord. Les énergies renouvelables, c'est bien, mais pas n'importe comment. Et aujourd'hui, on a cette vraie problématique d'acceptabilité de ces énergies renouvelables. Et je pense qu'on pourra lutter contre pour mieux appréhender cette acceptabilité en accompagnant tous les acteurs. Et dernier élément, je pense qu'il est très important, je l'évoquais tout à l'heure également, c'est la pédagogie. Je pense qu'elle est centrale. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer dans le monde, je pense qu'il faut inculquer très jeune qu'est-ce que c'est le développement durable, qu'est-ce que c'est le monde, qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables, ça c'est notre métier. Et donc nous, on souhaite accompagner les collectivités, mais également les écoles des collectivités pour travailler sur tous ces sujets-là. Donc on a un gros projet en ce moment qui n'est pas suffisamment abouti pour que je puisse vous en parler davantage, mais je serais ravi de pouvoir vous en parler très, très rapidement. Mais on a un gros projet effectivement dans ce cadre-là. Donc nous, chez Amarenco, en fait, on a nommé tout ce que je viens de vous dire, on a nommé ça de l'économie régénérative. C'est-à-dire que l'économie, c'est pas un terme péjoratif. Je pense que si vous voyez les trois cercles du développement durable, c'est la combinaison de ces trois cercles qui fait qu'on est dans un vrai développement durable. Les trois cercles, c'est l'économie, l'humain et la nature.
Et je pense que l'économie régénérative, elle est vraiment, véritablement au centre de ces 3 cercles. Et donc c'est vraiment la volonté, en tout cas d'Amarenco aujourd'hui, d'être un véritable acteur de cette économie régénérative. Merci beaucoup. Alors, notre dernier intervenant est Julien Rousseau. On a déjà parlé de mobilité, on a parlé d'Internet et de numérique, on a parlé d'énergie, on va parler de santé. Je tiens à juste préciser une petite chose. J'ai beaucoup aimé, j'ai envoyé un mail à tout le monde pour demander à chacun de se présenter pour que j'apprenne à les connaître. Et Julien n'est pas de la même génération que nous, Mathieu. Il n'a certainement pas connu les disquettes. Si, malheureusement. Parce que sa présentation était la plus humaine que j'ai reçue. Il a commencé en disant je suis Julien Rousseau, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants et je suis responsable de RSE. Il a mis sa famille avant, et c'est très rare sur les présentations. Généralement, on met les diplômes, et ça témoignait de son engagement de RSE. Et quand il a décrit pourquoi la RSE et pourquoi Pierre Fabre, il a rappelé, et je me permets de le citer là, la raison d'être du groupe Pierre Fabre, qui est « à chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur ». Donc, du coup, comment vous rendez le monde meilleur ? Merci beaucoup, parce que je pense que ce qui est important, c'est surtout les discours susceptibles de preuve aujourd'hui. Et je vous ai préparé une petite présentation moi aussi, donc si la régie peut la mettre en place, ce serait top, et vous pouvez passer sur la slide suivante, justement, qui illustre cette raison d'être. Alors, le groupe Pierre Fabre s'en est doté début 2019. Et on a choisi cette formulation-là, alors pour 1000 raisons, parce que le groupe est détenu majoritairement à 85% par une fondation reconnue d'utilité publique depuis plus de 20 ans, qui lutte donc pour l'amélioration de l'accès aux soins des populations des pays du Sud, parce que je suis un de ces 9600 salariés qui est aussi un actionnaire salarié et dont on détient le capital de l'entreprise à hauteur de presque 9%. Parce qu'on est la seule entreprise de notre taille au monde à avoir le niveau excellence du référentiel EcoCert 26000, parce qu'on a des filières éthiques certifiées Fair for Life, donc commerce équitable, parce qu'on a 170 hectares, plus de 170 hectares en certifié agriculture biologique cultivée en propre, et pour de multiples autres raisons. Mais je crois que surtout l'enjeu de la raison d'être, c'est d'en incarner la teneur et d'en incarner la promesse. La raison d'être, elle fait le lien, et c'est un pont entre le passé, le présent et le futur. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de la conjuguer au présent et au futur. Et et je crois que l'enjeu le plus crucial, eh bien, c'est de proposer et de donner l'opportunité à ceux qui font l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, de pouvoir l'incarner, et notamment à travers des engagements sociaux et environnementaux qui sont pris dans tout le maillon de ce qu'est l'entreprise, très en amont avec les fournisseurs et très en aval. Et ces engagements sociaux et environnementaux sont quelque part la raison d'être de l'entreprise en acte. Donc, juste ce chiffre-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des salariés qui sont de plus en plus engagés. 70% des salariés français veulent davantage contribuer à la politique RSE de leur entreprise. Ce qui est important sur la slide, c'est la date, janvier 2020. Vous vous rappelez janvier 2020 ? C'était quelques semaines avant le premier confinement, on regardait d'un air interrogatif la Chine et l'Italie. Et donc je mets ma main à couper qu'aujourd'hui, si Ecodev et des enjeux et des hommes faisaient la même étude, eh ben, je pense qu'on serait au-delà des 70%. Et ces 70%, pourquoi principalement ils veulent contribuer à la politique RSE, je l'ai mis sur la slide, c'est que c'est synonyme pour eux de sens, de reconnaissance et de développement des compétences. Et notamment parce que ça crée beaucoup de reliance entre les salariés. Et je crois que sur cet aspect-là, c'est très important de mettre des gens, de donner la possibilité à des personnes de se mettre en lien. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, au sein de comment on répond
à une demande d'engagement. Il y a une demande d'engagement croissante de la part des salariés et c'est crucial que les salariés puissent incarner la raison d'être de l'entreprise pour la rendre vivante et pour la rendre opérante. Sinon, une raison d'être n'est rien, quelque part au quotidien. Donc, du coup, comment ça se passe chez Pierre Fabre? Eh bien, la première des choses, c'est qu'on a créé assez rapidement, dans l'année où s'est faite la raison d'être, une communauté de collaborateurs autour des enjeux RSE et des coups de cœur des actions sociales et environnementales dans et en dehors de l'entreprise. C'est très important parce qu'on n'est pas seulement un salarié et on ne laisse pas seulement nos engagements dans notre dressing quand on va travailler. On est une personne pleine et entière. On n'est pas salarié d'un côté, citoyen de l'autre, et ça, je pense que c'est assez nouveau et c'est tant mieux. Et donc, on a créé cette communauté-là, et en un an, on a pris 1000 collaborateurs dans la communauté. Ça veut dire plus de 10% des effectifs. Et on continue à croître sur ce sujet. Et l'objectif de cette communauté, c'est de créer du lien, d'inspirer, de s'inspirer et de partager les bonnes initiatives et les bonnes énergies. Ça donne lieu à des challenges RSE où on essaie aussi de donner des ailes aux initiatives des salariés qui s'expriment dans cette communauté. Je donnerai juste un exemple aussi, même si ça n'est pas forcément suffisant, c'est nécessaire, les initiatives individuelles, elles ne sont pas seulement des gouttes d'eau, elles peuvent avoir un effet papillon assez important. Je vous donne juste l'exemple d'une salariée, une salariée de notre marque Chlorane, qui est vénézuélienne et qui a, vous connaissez la situation géopolitique au Venezuela, enfin la situation humanitaire. Et donc du coup, elle a souhaité aider une association, et finalement c'est pas une association, c'est 8 fondations qu'on a aidé parce que c'est pas un site Pierre Fabre qui a été mobilisé le sien, c'est 10 sites Pierre Fabre, c'est plus de 100 collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui venaient des marques, qu'on sollicitait les marques pour des dons produits, et au fond on a eu plus de 2 tonnes d'aide humanitaire et plus de 5100 produits d'hygiène et de soins qui sont arrivés au Venezuela. On a communiqué sur les réseaux sociaux sur le sujet parce que c'est important aussi, c'est de parler d'une initiative qui part du collaborateur. L'entreprise a juste donné des ailes à cette initiative, point, en termes de communication interne. Et ensuite, c'est de fil en aiguille qu'on a eu d'autres associations qui nous ont contactés. C'est pour ça qu'on a un container qui arrive à Madagascar avec plus de 8 tonnes et demie de dons, donc 4 tonnes et demie de produits d'hygiène et de soins. C'est pour ça que le 28 septembre aussi, on a été sollicité suite à la communication de l'opération Madagascar, eh bien, par l'association Copains Solidarité Étudiants qui lutte contre la précarité étudiante, et nos collaborateurs de Boulogne se sont mobilisés une quarantaine sur un site de 200 personnes pour faire une distribution pour la rentrée étudiante de produits d'hygiène et de produits cosmétiques. Donc ça montre que si à la base, il n'y a pas cette initiative individuelle des collaborateurs, il n'y a pas tout ce que je vous raconte ensuite. Donc, au-delà de ça, et au-delà de ces initiatives individuelles, on essaie aussi de créer des dispositifs collectifs que chez nous, on appelle les Green Mission Days, puisque je fais partie d'un département RSE, et donc au-delà du département RSE, il y a d'autres entités comme Pierre Fabre Agronomie, comme le pôle sourcing et actifs végétaux qui sont mis dans un département chez nous, chez Pierre Fabre, qui s'appelle Green Mission. Et donc l'objectif de ces Green Mission Days, c'est de permettre de donner l'opportunité à nos collaborateurs, où qu'ils soient, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, de faire l'expérience de notre raison d'être en équipe lors d'un temps dédié. Et notamment, c'est ce qui fait que demain, sur le réseau social LinkedIn, sur le groupe, vous allez voir le Green Mission Day qu'on a organisé demain, qui a été organisé à l'initiative d'une équipe de 40 personnes, puisque c'est la journée mondiale contre la misère, demain. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Vous verrez ça sur les vidéos, du coup. La santé de l'entreprise, elle dépend complètement de la santé de ses parties prenantes. Avant, on était dans un mindset où les choses étaient complètement dans des cases, alors que maintenant, effectivement, une entreprise est complètement, il y a moins de frontières. Elle est complètement challengée par ses parties prenantes, par les pouvoirs publics d'abord, à travers l'évolution de la réglementation, la loi AGEC, la loi climat, la taxonomie verte, par les consommateurs, qui sont de plus en plus soucieux de l'impact social et environnemental des produits et des services qu'ils achètent, par les talents, ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire, moi j'ai un passé d'anciens recruteurs, pour le coup, de 10 ans. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui postaient une annonce et qui recevaient du CV. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour elles. On va voir tout à l'heure, je vais illustrer ça dans les planches suivantes, et évidemment une entreprise qui est challengée de plus en plus par ses collaborateurs. Parmi vous, combien de personnes ont entendu parler du manifeste étudiant pour un réveil écologique? Si vous pouvez lever le doigt.
pas grand monde, ouais, il y a quelques-uns, 3-4 personnes. Donc c'est une initiative qui a été lancée en 2018, à la rentrée 2018, signée par 31 000 étudiants. 70% viennent des grandes écoles et ça a été initié par des étudiants des très grandes écoles. Et je vous la fais très courte, ce manifeste, c'est pas la phrase littérale, mais il commence grosso modo par « Nous ne travaillerons plus pour des entreprises qui ». Et ils sont très conscients, ces jeunes talents, que s'ils font pression sur les entreprises en ne présentant pas leur candidature, ils espèrent que les employeurs vont changer. Parce que sinon, ils déserteront ces entreprises. Et donc, ils proposent même sur leur site, c'est super bien fait, un guide de l'anti-greenwashing qui a été fait par l'ADEME. Quelles questions il faut poser en entretien pour détecter les greenwashers et voir vraiment le fond et la sincérité et l'authenticité de l'entreprise dans laquelle ils postulent. Slide suivante, s'il vous plaît. Et puis ça, je vous ai mis ça aussi puisque c'est les collectifs. Donc c'est sorti le 15 avril dans les Échos. Eh bien, les collectifs, c'est un collectif de multiples salariés d'entreprises qui ont pris cette initiative sans forcément l'aval de leur employeur. Ils ont en interne des collectifs autour de la RSE et du développement durable de salariés. C'est un collectif de pairs. Donc vous avez dedans Airbus, la SNCF, Boston Consulting Group et j'en passe. Ils sont à peu près une quinzaine. Et ils ont sorti dans les Échos ce manifeste en disant nous allons transformer les entreprises de l'intérieur. Le but, c'est de mettre en lien ces collectifs de salariés pour faire progresser et agir et influencer les politiques RSE de leur entreprise. Dernière slide, s'il vous plaît. Enfin, je voulais aussi, ce qui me paraissait important pour faire le lien avec l'intitulé de ce colloque-là, je pense qu'il n'y a pas de nouveau monde sans entreprise engagée, pas d'entreprise engagée sans collaborateurs engagés et sans consommateurs engagés. Et il me semble qu'il y a une slide que je n'ai pas passée, qui est très importante, que je n'ai pas vue dans le... Si vous pouvez revenir un petit peu avant. Ce qui me paraît important, si vous pouvez repasser la présentation. Il y a une slide qui a sauté à mon sens et qui est aussi très très importante, si vous pouvez revenir un petit peu avant. Non, elle n'y est pas du coup, elle a sauté, donc mettez effectivement la dernière. Ce que je voulais vous parler aussi en interne, on avait parlé des salariés et des initiatives des salariés, quels sont les dispositifs qu'on mettait en place, mais on reçoit effectivement une pression, et je considère ça très positif, comme étant une pression des consommateurs, je vous en ai parlé. Et que ces consommateurs ne regardaient pas seulement la qualité d'un produit, mais ils regardaient aussi quel est l'impact d'une entreprise d'un point de vue social et environnemental. Eh bien, chez Pierre Fabre, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'agir, mine de rien, en amont. Plus on agit en amont, plus on réduit notre impact, l'impact de notre production. Donc, on travaille sur l'éco-socio-conception. Donc, je suis désolé que la slide est sautée, mais on a mis en place chez nous le Green Impact Index. Et ce Green Impact Index, c'est une cotation de nos produits sur l'impact social et environnemental de nos produits. C'est une manière de répondre à l'attente des consommateurs, à leurs besoins de transparence. Et grosso modo, nos produits de cosmétiques et de santé familiale vont être notés de A à D. Donc comme ça, un consommateur, quand il va aller sur notre site internet, il va voir exactement quelle est la notation de son produit et pourquoi il est noté de A à D. Donc ça, c'est un gage. Mais c'est aussi un gage pour le consommateur, mais c'est aussi en interne pour nos marques, une manière de s'améliorer et de leur donner des leviers concrets pour améliorer leur impact dès la phase de production. Parce que maintenant, tout produit stratégique sera éco-socio-conçu chez Pierre Fabre. Donc le shampoing chlorane à la quinine est passé de B à A parce que la marque s'est dit « je veux être en A » et donc elle a eu deux choses qui lui ont permis d'être en A où elle a rajouté ça à ses engagements. C'est effectivement des actions de reforestation et un packaging en PET 100% recyclé. Donc on est effectivement, le Green Impact Index, comme je n'ai pas pu le passer, je vous l'invite effectivement à le voir sur le site YouTube du groupe et en quoi ça consiste. Je dirais juste pour terminer qu'il y a 10%, selon une étude Harvard Business Review, il suffit de 10% des collaborateurs pour transformer une entreprise. Donc la tâche des entreprises, à mon sens, qui veulent se transformer, c'est de les mettre en lien, de donner des ailes à leurs initiatives, d'animer cette communauté de salariés. Et je pense que c'est ainsi qu'on pourra éventuellement réconcilier la société, l'entreprise
et nous-mêmes qui sont à la fois des salariés, des citoyens et des consommateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a une question Internet et je prends directement les questions vu le temps qui nous est imparti. On a une question qui s'adresse à celui qui veut bien répondre. C'est comment accompagner un dirigeant de TPE dans le développement de sa RSE? Eh bien, réponds, je t'en prie. Complexe, mais tu dois être rapide et synthétique si on veut prendre des questions. Moi, je l'ai déjà été. Non, mais je pense que c'est suffisamment sérieux pour prendre un tout petit peu de temps. La question, c'est d'où on part. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui font déjà beaucoup de choses du point de vue de la RSE qui ne sont pas forcément valorisées. Il y a quelle est la vision de l'entreprise, qu'est-ce que l'entrepreneur a envie d'atteindre. Et c'est à partir de là qu'on peut poser des éléments de cadrage qui ensuite vont sécuriser l'accompagnement qui lui sera proposé. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Parce que j'ai une deuxième question Internet. Est-ce qu'il y a du rejet de certains, et c'est peut-être plus pour Amarenco et pour Pierre Fabre, est-ce qu'il y a du rejet ou du sentiment d'intrusion dans la vie de certains collaborateurs avec cette idée qu'il faut faire plus? Je peux répondre à ça. Alors, pour moi, l'objectif, ça n'est pas de dire aux salariés ce qu'ils ont à faire. C'est on crée un espace d'échange en interne entre pairs. Ceux qui veulent y participer, y participent. Et ceux qui ont envie de faire des choses chargent à l'entreprise, si elle le souhaite, de donner des ailes à leurs initiatives. Donc ce n'est pas tant quelque chose d'intrusif que c'est donner l'opportunité à ceux qui veulent faire de faire et de les aider là-dedans. Oui, juste pour me permettre, je pense qu'à partir du moment où il y a un rejet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'à partir d'un moment où on essaye d'accompagner les salariés dans cette vision RSE, c'est justement pour eux et avec eux surtout. Donc je pense que s'il y a un rejet, je pense qu'il y a quelque chose d'avant qui ne s'est pas bien passé. Et tout à fait d'accord. Je dirais même que la base, je pense sur la partie engagement, c'est que le meilleur moyen d'engager quelqu'un, c'est pas de lui imposer quelque chose. Le meilleur moyen d'engager quelqu'un, c'est de lui donner envie. Donc à partir de là, je pense qu'on part sur des bases saines. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Merci. Alors, je suis présentateur, animateur et je pose une question, mais c'est une question importante pour Nicolas Craval d'Amarenco. J'ai beaucoup apprécié cette analyse sur les infrastructures des énergies renouvelables qui, de toute façon, on n'a pas le choix, il doit y avoir un équilibre. Malgré tout, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Il y a un rejet des populations. Je viens d'un département, l'Aveyron, il y en a beaucoup de contestations. Et je crois que le principal problème, c'est la non-répartition des richesses. Ces infrastructures sont des richesses, mais elles sont détenues par des consortiums je dirais, pas spécialement d'entrepreneurs, mais de gens qui détiennent, qui ont capitalisé ça. Or, vous le savez, c'est les pays qui ont détenu les sources d'énergie qui sont les pays riches. Et aujourd'hui, ce ne sont que malheureusement un petit noyau de personnes qui possèdent ces infrastructures. Je finirai là-dessus, mais je crois que c'est très important et que vous apportiez des lumières là-dessus. Je crois que s'il y avait une répartition de ces richesses dans les communes et que les communes fassent ce que Jaurès avait fait avec les verreries ouvrières, c'est qu'on donne à la population la richesse de ce qu'elle porte, puisqu'elle le transporte, vous verriez qu'elle sera acceptée. Et j'en veux un petit exemple d'un petit village qui paraît être un village gaulois, qui s'appelle Salle-la-Source, où il y a une magnifique cascade avec un lac naturel et une centrale hydroélectrique. Cette centrale hydroélectrique, elle a toujours été vertueuse. Puis un jour, elle a appartenu à un monsieur qui a fait un faux dépôt de bilan et qui a coupé le petit fil qui alimentait toute la population en électricité. Et à partir de ce moment-là,
eh bien, cette centrale est devenue le diable. C'est devenu une centrale atomique parce que les gens décrient, etc., parce que cette richesse n'est plus partagée. Alors voilà ce que je voulais faire comme commentaire. La question était longue, la réponse sera courte. Oui, alors je vais essayer de faire très court, mais je comprends complètement ce que vous dites et ce que vous reprochez sur ce partage de richesse des énergies renouvelables. Ce que j'ai dit tout à l'heure était, à mon avis, assez limpide. Nous, on souhaite que demain, une majorité d'acteurs, que ce soit citoyens, publics, privés, puissent justement participer à cette volonté de développer les énergies renouvelables. Nous, on veut ouvrir le capital des sociétés qui vont porter les projets. Nous, c'est dans notre volonté. Je vais vous dire pourquoi c'est dans notre volonté, parce que demain, on en aura besoin pour faire accepter les projets. Cette acceptabilité des projets, elle passe par l'inclusion d'un maximum d'acteurs. Et on considère que cette richesse, elle doit être partagée par l'intégralité des acteurs. C'est à ce titre-là qu'on aura l'adhésion la plus large possible de l'ensemble des gens sur les énergies renouvelables. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais et je ne sais pas si j'ai été court, mais je pense que oui quand même. Hein. Une autre question ? Oui. Une question pour Carlos. Est-ce qu'il est toujours en ligne avec nous ? Ah non, alors je regrette, il s'est excusé et il nous a dit qu'il avait été obligé de se donc il n'y aura pas de question. Il n'y aura pas de question. Tu en as 4 à ta disposition et tu n'as pas une petite question, Freddy. J'ai pas une petite question, mais je suis très très impatient que Nicolas Krabal nous dévoile, quand le projet sera terminé, le projet de RSE de cette entreprise. Tu seras le bienvenu dans une prochaine manifestation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non ? Eh bien moi j'en ai une. C'est une question pour Mathieu du coup. Quand on passe du statut de chercheur au statut d'élu et qu'on peut appliquer ce qu'on a fait, qu'est-ce qui change par rapport à la RSE ? Alors, en préambule, je ne suis pas là au titre de la mairie, comme les chercheurs se doivent de l'indiquer désormais, mais effectivement, ta question me rappelle un échange que j'ai eu avec une ancienne directrice de mon labo, Marie-Christine Jaillet, et quand je lui ai dit que j'étais élu à la ville d'Albi, elle a eu une réponse assez courte qui m'a dit bravo, tu vas pouvoir faire des travaux pratiques. Alors, la vérité, c'est que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, un tout petit peu plus frustrant également de temps en temps, mais en même temps, quand on est un chercheur qui travaille sur ces questions, qu'on est relativement théorique, mais néanmoins qu'on travaille depuis une vingtaine d'années quand même avec les collectivités sur des conventions annuellement, et qu'il y a aussi la place de Ville Internet, puisque ça nous permet quand même de faire de la recherche-action, ce genre de choses, bien on s'y retrouve peut-être un petit peu plus facilement. Alors j'ai le commerce, mais je ne suis pas commerçant, et les commerçants savent le faire remarquer de temps en temps, hein. C'est un monde particulier, mais les questions touristiques ou les questions relatives aux usages du numérique, je pense qu'on a une certaine sensibilité. Et tout du moins, on peut prendre un exemple sur la question du numérique, et ça rejoint le RSE quelque part, c'est la place du mail. Un DSI, souvent dans les entreprises, le DSI c'est le type pénible, hein. Soyons clairs, parce qu'il a un message qui correspond à une posture qu'il veut plutôt positive, mais qui parfois n'est pas forcément simple à faire passer, parce qu'il y a la question du logiciel libre, il y a la question du mail par exemple, et c'est vrai que dans ce cas-là, passer de la recherche, mais de quelqu'un qui est sensibilisé à ces questions, à la position d'élu, peut aussi permettre de sensibiliser une DG par exemple, ou d'autres élus ou d'autres services plus facilement, ou en tout cas de permettre de faire un binôme un peu plus construit avec ce genre d'acteurs. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors pour parler d'humain, je vais demander aux sororistas de venir et de vous lire un autre texte.
justement pour remettre l'humain au cœur de notre réflexion. Je vais vous lire un extrait donc, de l'un des textes qui a été sélectionné parmi les 20 derniers, Eldorado à 4 chiffres de Marie Wencker. 1623, c'est le nom que je porte désormais. C'est le numéro qui figure sur le petit papier fatigué qui m'a été remis lorsque mon tour est venu. J'ai tendu la main, comme je l'ai fait à de trop nombreuses reprises, de façon plus mécanique encore depuis l'apparition de ce fichu virus, occasion rêvée pour les autorités de restreindre ma liberté de mouvement et celle de tous les autres dans le camp surpeuplé où j'ai stagné depuis mon arrivée en Grèce. J'ai tendu la main et j'ai laissé glisser entre mes doigts les quelques espoirs qui avaient réussi à survivre jusque-là. Et avec eux, juste avant de franchir la porte de ce camp flambant neuf financé par l'Union européenne, mon âme et mon cœur, qui n'auraient pas, je le savais, survécu au destin qui serait désormais le mien. Celui d'une femme à qui l'on avait petit à petit volé son humanité, contenue dans un corps qu'elle ne reconnaissait plus. Dans une autre vie, je m'appelais Bouchra. J'étais une femme libre, originaire d'un pays qui ne tolère pas que les femmes pensent par elles-mêmes, se battent pour des idées, revendiquent leur autonomie. Chez moi, il n'est accordé aux femmes que le seul droit d'enfanter, d'assurer le maintien du foyer et de servir le thé aux nombreux invités de passage, bien sûr, mais toujours le visage partiellement dissimulé sous un voile, sombre, que j'avais déjà très jeune rejeté. Je me suis enfuie avec des rêves plein la tête, riche et fière de tous mes combats, de quelques réussites aussi. Je garde de moi le souvenir d'une jeune adulte qui, à plusieurs reprises, avait été choisie par notre groupe de militantes pour exprimer haut et fort nos revendications sur une chaîne YouTube que nous alimentions dans la clandestinité. Me dévoiler, dans tous les sens du terme, avait rapidement fait de moi une cible à éliminer. J'ai donc fui en direction de l'Eldorado, continent des droits humains, convaincue de pouvoir là-bas continuer à livrer un combat essentiel à mes yeux pour briser les chaînes de toutes celles qui, au pays et ailleurs encore, continuaient de souffrir en silence. Je porte désormais le numéro 1623. Je suis le numéro 1623. Et je choisis, en ce dernier jour de la 3e décennie d'un siècle, qui aurait pu être celui de tant de renouveau, de n'être plus qu'un corps dans une file d'attente, d'abandonner derrière le grillage ma capacité à penser, ma capacité à ressentir, ma capacité à aimer, ma capacité à souffrir. 1623. L'homme me tend une couverture, inscrit quelque chose dans le carnet qu'il tient dans ses mains, pointe du doigt un container partiellement occupé déjà. Toi, tu vas là-bas. Dois-je prétendre avoir eu de la chance ? Le voyage à travers les montagnes en direction de la frontière turque s'était déroulé dans ce que l'on pourrait considérer comme de bonnes conditions. Certes, nous avions marché des heures durant, mes pieds saignaient, il faisait froid. La nourriture et l'eau que nous portions sur notre dos étaient rapidement venues à manquer. Il avait fallu abandonner en route une partie de nos effets personnels pour voyager plus léger, avancer plus vite. J'avais pris soin de mettre bien à l'abri dans un sachet de plastique mon téléphone portable et la photo de Farida, prise peu avant mon départ. Elle était avec moi, Farida, et chuchotait à mon oreille les mots d'encouragement pour me permettre de continuer à mettre un pied devant l'autre. Le voyage fut rude, mais nous n'avions été contraints d'abandonner personne sur la route.
ni un vieillard épuisé, ni même une femme enceinte sur le point d'accoucher. Nous étions partis à 26 et nous étions arrivés tout autant de l'autre côté de la frontière. Une forme de victoire ou de chance que j'avais aussitôt communiqué à mon ami chéri. Jusque-là, tout va bien, je t'aime. Alors, le texte que vous venez d'entendre fait partie donc d'une sélection de 20 textes du concours Sororistase et qui sont édités dans ce livre. Donc Jean-Marc nous a demandé tout à l'heure comment on pouvait se procurer ce livre. Alors, il n'est pas commercialisé pour l'instant. Nous sommes à la recherche de diffuseurs, hein, si vous avez des contacts qui peuvent nous aider. Mais nous avons quand même amené quelques exemplaires. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, venez nous voir. Nous sommes assis devant, donc pour vous donner un exemplaire de ce fameux recueil Sororistase. Alors, vous l'avez compris, Sororistase, c'est un concours d'écriture, certes, et nous sommes fiers d'avoir reçu près de 600 textes du monde entier, des textes merveilleux, des textes pessimistes et des textes optimistes, des textes joyeux et des textes tristes. Dans tous les cas, des textes qui nous ont profondément touchés, qui nous ont permis de voir le monde à travers les yeux et les idées des autrices, des femmes de 2020. Donc, vous pouvez trouver des informations, on vous l'a indiqué derrière, sur notre site. Alors, notre site qui est en cours de déménagement, donc ça sera dans quelques jours, sororistase.fr, mais sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, vous trouvez une multitude d'informations à ce sujet. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose de très important parce que, donc, je vous l'ai dit, Sororistase, c'est un concours d'écriture, certes, mais c'est aussi et peut-être avant tout un collectif. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence collective et c'est ça qui, pour nous, a fait la force, en fait. C'est un collectif de personnes qui tendent vers un monde plus désirable et dans lequel la sororité a sa place au même titre que la fraternité. Et nous avons donc un collectif de 150 femmes qui nous ont rejoints dans l'aventure qui a commencé en mars 2020. Des femmes qui sont investies pour la juste place des femmes dans le monde, chacune à son niveau. Et c'est grâce à ces femmes qui ont joué le rôle d'ambassadrices et de lectrices et de jury que nous avions pu faire la sélection donc, des 20 textes qui sont édités. Et nous avions aussi des hommes qui étaient à nos côtés pour nous soutenir et pour soutenir les femmes autour de leur entourage et aussi les 600 autrices, évidemment, qui à leur tour ont contribué par l'écriture. Donc, toutes ces personnes, on les inclut donc dans le collectif Sororistase. Et c'est ça qui nous a permis à Sororistase de faire le tour du monde, comme je vous l'ai dit. C'est la force de ce mouvement, vraiment, qui donne ainsi un sens tangible à ce qu'on appelle la sororité. Et c'est la base du nom de Sororistase, c'est la sororité. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que ce qui nous fait vibrer, c'est l'amour des mots, la créativité et l'imagination des femmes. Et c'est donc avec grande joie que nous partageons avec vous cette sélection des mots et des idées des femmes de 2020. Merci. Merci beaucoup. Alors, messieurs, merci beaucoup d'être restés. Merci d'avoir témoigné. Ça nous a permis de respecter la parité. Nous avions des femmes brillantes ce matin. Nous avons eu des hommes brillants cet après-midi. Et nous aurons une table plus mixte tout à l'heure. Dans la prochaine séance, donc, je vous remercie de rejoindre vos places. Et nous allons accueillir, j'espère que ça va fonctionner pour la prochaine session, un invité outre-Méditerranée. Le vice-président de Leader Maroc, est-ce que M. Ratib est avec nous et est-ce que vous êtes en ligne? Alors, on vous voit, on ne vous entend pas encore. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Normalement, vous devriez m'entendre convenablement.
parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que on peut commencer par vous présenter? Donc, vous êtes directeur général de Greenland Energy, vous êtes vice-président de Leader Maroc. Leader Maroc, c'est combien d'entreprises et quel est votre champ d'action? Aujourd'hui, Leader Maroc a démarré son activité dans des conditions un peu particulières. On a démarré en décembre 2019, c'est-à-dire juste avant la pandémie du Covid. Donc nous avons eu une année 2020 assez difficile, mais nous nous sommes vite rattrapés début 2021 en attaquant vivement toutes les entreprises marocaines, en essayant de leur faire connaître un peu Leader Occitanie dans un premier temps, et quels étaient leurs intérêts de rejoindre Leader Maroc afin de pouvoir rejoindre toutes les grappes territoriales qui sont rattachées à Leader Occitanie pour essayer de les mettre, de leur faciliter un peu la vie, leur faciliter la tâche et faire un peu comme vous, aider les entreprises marocaines à grandir. Donc c'est un écosystème qui se retrouve sur le Maroc et qui fonctionne en partenariat avec l'Occitanie. Vous attendez quoi finalement de l'Occitanie? Comment on peut accompagner le Maroc et comment le Maroc peut nous accompagner pour créer des ponts entre nos deux rives? Et puis finalement, est-ce que pour tisser ensemble ce lien-là, la RSE, c'est pas un bon moyen de se retrouver? C'était le maillon manquant, si je peux dire. Aujourd'hui, le Maroc, comme vous le savez, se positionne d'un point de vue géographique en première ligne de l'Afrique. Aujourd'hui, Leader Maroc aimerait mettre en corrélation les entreprises marocaines avec les entreprises françaises, dans un premier temps occitanes et aussi françaises, avec les entreprises marocaines, mais aussi africaines. Comme la région occitane est un hub pour les régions françaises et européennes, le Maroc pour l'Afrique. Ce qui fait que nous servons, si vous voulez, un peu de facilitateur d'affaires entre les deux continents. Ça nous permet de mettre en avant, de faciliter, je dirais, l'arrivée des entreprises françaises sur le continent africain et au Maroc en particulier, mettant en contact directement avec les institutions financières, politiques, économiques, etc. Vous-même, vous travaillez dans le champ de l'énergie et vraiment de manière très liée à la RSE. Par rapport à votre entreprise, comment se passe ce développement et est-ce que vous pouvez témoigner de votre entreprise, pardon? Oui, bien évidemment. Greenland Energy, comme vous pouvez le constater, il y a Greenland, mais il y a aussi énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux au Maroc. Le Maroc est devenu aujourd'hui, on dirait, un pays exemplaire en termes de transition énergétique, à savoir qu'aujourd'hui, nous utilisons 42% de nos ressources énergétiques à partir d'énergies renouvelables et nous prévoyons d'atteindre et de dépasser les 52% en 2030. Je note à cela que nous abritons la plus grande ferme solaire aujourd'hui, 580 MW dans le sud du pays. Et aujourd'hui, nous avons également mis en tout un programme de décarbonation au service de l'entreprise pour leur permettre de passer aux énergies vertes rapidement. Alors, Madame Parmentier, ce matin, nous disait qu'une des clés pour faire avancer cette prise de conscience, c'était que le grand public, les citoyens se saisissent de cette question-là et qu'ils aient envie de demander à leur leader politique de faire bouger les choses. Comment est l'opinion publique du Maroc, finalement, sur cette question-là? Beaucoup plus sensibilisé que l'on puisse y penser. Aujourd'hui, le citoyen marocain, quand faire le tri sélectif de ses ordures, par exemple, a poussé le gouvernement à voter une loi en juillet 2016 qui a banni le sec plastique de distribution, de la grande distribution. Aujourd'hui, toute la grande distribution utilise des sacs, je dirais, soit des sacs ou soit des sacs tissés. C'est un exemple vivant de la démarche citoyenne marocaine, par exemple.
Et vous, du coup, au sein de Leader Maroc, vous travaillez également sur cette transition. C'est un des axes que vous avez choisi. Comment ça se traduit? Et j'arrêterai mes questions là pour vous libérer. Aujourd'hui, on essaie de communiquer le plus fortement possible avec les entreprises en les sensibilisant un peu au RSE, en les sensibilisant à la préservation de la planète, avec des gestes quotidiens, des gestes simples pour les économies d'énergie et des matériaux qui soient le plus recyclables possible. C'est un thème aujourd'hui qui est d'actualité. On parle dernièrement du recyclage, que ce soit des panneaux solaires ou des éoliennes. Donc ça, c'est des sujets qui sont très sensibles, même au niveau de notre pays. Et on essaie aujourd'hui de développer des solutions alternatives pour remplacer un maximum de produits industriels qui soient le plus recyclables possible. Voilà. Maintenant, au niveau de Leader Maroc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons démarré début 2021. Nous avons créé une trentaine d'entreprises aujourd'hui et nous comptons bien évidemment continuer notre accélération et sensibiliser les entreprises au niveau du RSE principalement, en sachant qu'on tient compte de plusieurs axes. Et l'un des axes primordiaux pour nous, ça reste quand même la parité homme-femme au sein des entreprises et l'égalité en termes de salaire, en termes de conditions, en termes en général au sein d'entreprises même. Donc c'est des valeurs, on essaie de quand même reprendre les valeurs principales de Leader Occitanie pour les transmettre au niveau du bureau de Leader Maroc et de faire une sensibilisation accrue au niveau des entreprises marocaines. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle sur ce témoignage-ci. Non. Alors, on vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de témoigner depuis le Maroc. Je vous en prie. Et donc, on va ouvrir une dernière table ronde, une dernière session.